Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais inviter celles et ceux qui ne sont pas encore rentrés à nous rejoindre, à venir s'installer dans la salle, à ne pas hésiter aussi à venir s'installer devant. Sur ma gauche, votre droite, il y a encore des places. N'hésitez pas à vous serrer. Soyez toutes et tous les bienvenus. Avec nous en présentiel, mais aussi celles et ceux nombreux et nombreuses qui nous suivent à distance. Moi, je suis Mathieu Brun, je suis directeur scientifique de la Fondation Farm et j'aurai le plaisir d'animer cette journée. Normalement, à l'entrée, vous avez pu prendre des casques d'interprétation, puisqu'il y aura des passages en anglais et en français. J'en profite pour remercier dès maintenant nos traducteurs qui sont juste là-bas. Merci pour le travail que vous allez réaliser aujourd'hui. Vous avez ici les numéros de canaux, 1 et 2 pour le français et l'anglais. Comme au théâtre ou au cinéma, pensez à mettre vos téléphones en silencieux. Et je vais tout de suite laisser, avant de laisser la parole à notre président Pascal Lheureux, vous souhaiter encore une fois la bienvenue. Et la conférence Farm va pouvoir commencer. Merci à toutes et à tous. La Fondation Farm, Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde, a été créée en 2005 avec l'appui de grandes entreprises. Farm est un think tank, mais aussi un do tank, qui a pour ambition d'éclairer les décideurs, des secteurs publics et privés, sur les meilleures voies empruntées pour un développement durable des agricultures dans le monde. Il s'agit également pour nous de renforcer les liens entre pays en développement et pays du Nord. L'objectif de la Fondation est de mobiliser et de créer des liens avec celles et ceux qui ont les moyens pour agir, parce que les défis sont immenses. Il s'agit d'abord d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle d'une population en croissance. Il s'agit ensuite de s'adapter et de lutter contre le changement climatique. Et enfin, il s'agit d'intensifier durablement la production tout en respectant les ressources naturelles. Tout au long de l'année, nous mettons en place de nombreuses actions. Des événements, l'élaboration d'études et de travaux de référence, la contribution à des projets pilotes avec nos partenaires. Nous croyons en une agriculture plus durable, plus résiliente, plus productive. Et nous sommes persuadés que pour accélérer le changement et se faire entendre, il faut agir collectivement. Mieux partager les connaissances, dialoguer pour mieux se comprendre, coopérer davantage entre pays du Sud et du Nord. Ensemble, nous devons et nous pourrons réussir à faire progresser toutes les agricultures. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous souhaite la bienvenue à notre conférence internationale et vous adresse encore mes vœux les plus sincères pour 2025. Je me réjouis de voir cette salle de la Cité universitaire internationale de Paris aussi pleine et de vous savoir également si nombreux à distance. Que vous nous écoutiez d'Afrique, d'Europe, d'Amérique ou d'Asie, ou depuis toutes nos régions françaises, de métropole ou d'outre-mer, un grand merci pour votre participation à cet événement. Elle est pour Farm un signe fort et encourageant. Dans ce monde où le respect de l'autre et le débat démocratique font souvent place à l'intolérance, où l'idéal de paix est bousculé par des comportements guerriers, il est important de créer ou de préserver des lieux d'échange dans un climat apaisé, avec l'ambition de mobiliser notre intelligence collective et nos énergies pour la construction d'un monde meilleur. Farm est un de ces lieux d'échange ouverts au service de l'intérêt général. Sa mission est de promouvoir le développement soutenable des agricultures et des filières agroalimentaires dans le monde. Son ambition est d'être reconnue par les décideurs privés et publics
comme un catalyseur des réflexions sur les grands défis auxquels les agricultures du monde sont confrontées. Pour mener à bien sa mission, Farm s'efforce de recueillir, sans a priori ni tabou, les positions de tous les acteurs, publics et privés, impliqués dans les sujets qu'elle met en débat. L'ouverture à une large diversité de profils dans la composition de nos instances de gouvernance témoigne de cette démarche. Cette diversité se traduit également au travers des partenariats que la Fondation noue dans les réflexions et les projets qu'elle mène, dans les événements qu'elle organise. Et dans ce cadre, l'agriculteur que je suis est particulièrement attentif à ce que la voix des producteurs soit écoutée et que nos réflexions et nos études soient connectées au terrain. J'en viens alors au sujet qui nous réunit aujourd'hui et à la manière dont nous avons souhaité le traiter. Cette manière d'opérer illustre notre positionnement et témoigne des valeurs que nous portons. Dans la continuité du thème de notre conférence 2024 sur le financement de la transformation des agricultures, nous avons choisi pour cette édition de prolonger la question vers le comment. Comment mobiliser plus de financement ? La mesure de l'impact des investissements imposés par la réglementation ou motivés par les attentes des consommateurs ou des épargnants est-elle un bon levier ? Et si c'est le cas, à quelles conditions ce levier peut-il être considéré comme bénéfique pour tous ? À la Fondation Farm, nous n'avons pas à ce jour la réponse à toutes ces questions. En revanche, pour que les enjeux et risques associés soient bien compris et bien gérés, notre conviction est la suivante, qu'il est indispensable que les parties prenantes en débattent sans a priori ni tabou. Qu'il est urgent aussi, dans un contexte où l'intelligence artificielle prendra probablement de plus en plus de place dans nos prises de décision, de se poser la question de sa maîtrise par chacun des acteurs concernés. Il en va de la préservation, de la confiance que doivent lier ces acteurs tout au long des chaînes de valeur agricoles et agroalimentaires, des producteurs aux consommateurs. Pour que les réglementations, les technologies, les sciences soient au service de l'humain et non de l'inverse, il est important que les stratégies des acteurs et décideurs, publics et privés, soient clairement explicitées et bien comprises. Il est également essentiel que les instruments au service de ces stratégies apportent des garanties de fiabilité, créent une valeur équitablement répartie au sein de la chaîne. Il faut également que les contraintes qui découlent de l'usage de ces instruments, qu'elles soient administratives, reporting ou de coûts, soient supportables, en particulier pour les producteurs, qui est souvent le maillon vulnérable de la filière. Nous vous proposons donc de débattre aujourd'hui avec nos 30 invités qui vont monter à la tribune tout au long de la journée. Des vertus de cet instrument qui est la mesure d'impact, mais aussi des risques qu'il comporte. Nous allons écouter attentivement nos intervenants, que je remercie sincèrement, et nous laisserons aussi la place à la parole des participants, qu'ils soient dans la salle ou à distance. L'objectif, c'est de nous enrichir les uns les autres, de nos connaissances et de nos expériences. Selon l'intérêt que vous manifesterez tout au long de la journée pour ce sujet, sur la mesure d'impact, les équipes de Farm pourront organiser avec celles et ceux qui le souhaitent, bien sûr les semaines qui viennent, des temps de réflexion pour approfondir les pistes qui nous permettraient de progresser collectivement pour faire de la mesure d'impact un levier performant pour des agricultures soutenables dans le monde. Avant de quitter cette tribune, je voudrais remercier le groupe Crédit Agricole qui, au travers ses caisses régionales et ses filiales, apporte le soutien financier qui permet à la Fondation Farm de développer ses activités. Je remercie les sponsors de cette journée, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Apex Agri, ainsi que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et je voudrais, avant de laisser la parole à l'intervenante suivante, rendre un hommage sincère et profond à toutes les équipes de Farm, c'est une petite structure, la Fondation, mais vous allez voir tout au long de la journée la précision, l'engagement,
et ce qu'ils ont mis à l'œuvre pour que nous passions tous une belle journée. Merci à vous tous. Merci de vos applaudissements pour eux, avec une pensée particulière pour Catherine, notre directrice générale, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Et donc, j'en termine en laissant, par l'intermédiaire d'une vidéo qu'elle a réalisée pour nous, donc la parole à notre ministre de l'Agriculture, Madame Annie Genevard, qui est ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Bonne conférence, bonne journée. Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale, Mesdames et Messieurs, mes premiers mots seront pour vous souhaiter à tous une bonne année 2025, riche en projets et en succès. Je vous remercie chaleureusement de votre invitation à intervenir à la conférence 2025 de Farm. J'espère que l'édition 2026 me donnera la possibilité d'y participer et de vous y retrouver, ce que ne me permet pas l'agenda législatif français actuel, particulièrement chargé en ce moment, comme vous le savez sans doute. Même à distance, je souhaite partager quelques points qui me paraissent importants au regard du thème de votre conférence « Transformer les agricultures, mesurer l'impact pour mieux investir ». Je salue ce choix qui vise à approfondir les réflexions conduites en 2024 sur le thème essentiel du financement. Les nombreux défis que sont le changement climatique, les crises sanitaires et économiques ou l'impact des conflits nécessitent que nos systèmes agricoles et alimentaires s'adaptent et évoluent vers plus de durabilité et de résilience, sans obérer toutefois leur capacité productive afin de répondre à l'enjeu de sécurité alimentaire mondiale. Or, cette transition implique une prise de risque pour les acteurs économiques qu'il convient de mieux prendre en compte à la fois de la part des pouvoirs publics et de la part des investisseurs publics ou privés. Il est en effet indispensable d'accompagner les agriculteurs pour mener à bien cette transition en gérant au mieux cette prise de risque, et ce, quel que soit le pays, car tous sont confrontés aux mêmes défis. Cet accompagnement passe d'une part par l'appui à la structuration des filières comme moyen de renforcer la résilience des exploitations agricoles, et d'autre part par la mobilisation des investisseurs, des investissements publics et privés. Vous le savez, les investisseurs ont besoin de s'appuyer sur des filières organisées, car celles-ci sont mieux à même d'anticiper, de gérer et de minimiser les risques, mais également de sécuriser la chaîne de production par une meilleure répartition de la valeur, notamment au profit des agriculteurs, de fournir les informations permettant d'éclairer leurs décisions et de mieux planifier leurs investissements. En résumé, de contribuer à la sécurisation des investissements, y compris d'un point de vue juridique. J'attache beaucoup d'importance à la structuration des filières. Elle permet en effet de mieux intégrer, promouvoir et diffuser l'innovation sous toutes ses formes, technologiques, mais aussi en termes de pratiques agricoles. Et à ce titre, la mesure de l'impact est essentielle pour convaincre ces investisseurs de s'engager dans des stratégies de transformation aux côtés des agriculteurs. Or, pour mesurer l'impact des investissements, il convient de définir l'objet de ces mesures, les modalités de leur collecte et l'espace géographique de cette collecte, l'appui de la recherche, fondamentale et appliquée, ainsi que des services de conseil et de développement, apparaît ainsi nécessaire pour mieux identifier, objectiver et maîtriser les risques. À cet égard, des partenariats publics-privés sont essentiels si l'on souhaite un vrai passage à l'échelle et une massification de ces outils. Cette journée d'échange et de débat qui regroupe des chercheurs, des experts et des acteurs du monde agricole permettra d'esquisser des pistes de solutions au service des agriculteurs. Soyez certains que j'examinerai avec beaucoup d'attention les résultats de vos travaux. Je souhaite donc des échanges nourris et fructueux et je vous remercie. Bonjour à tous. Yes, I'm going to speak English, so please collect your technologies. All right, so I'm Marianna Legovini. I have started
Je suis Ariana Legovini. J'ai commencé à travailler il y a 20 ans dans un groupe de recherche qui s'intéresse au développement de capacités dans les gouvernements dans le but d'adopter une démarche de curiosité scientifique, puisque c'est comme ça que je l'appelle, de passer de l'idéologie à la façon dont on fait en sorte que les choses fonctionnent véritablement. Le développement, c'est difficile, les problèmes sont complexes, on n'a pas forcément toutes les réponses. Donc, toutes les réponses, on les trouve en grattant un petit peu la surface. Et les gouvernements sont toujours dans un processus d'apprentissage, pas seulement pour des questions de rendu de compte, mais surtout pour essayer de comprendre de quelle façon il faut faire les choses et comment on peut mieux arriver aux résultats escomptés. On veut tous réussir, bien entendu, on veut tous des succès, donc il faut s'engager dans le processus de découverte scientifique qui va nous permettre d'y arriver. Donc je voudrais vous parler de l'évaluation d'impact et du processus d'accompagnement des gouvernements et d'autres agences dans la mise en œuvre de programmes qui vont leur permettre d'éclairer leur chemin. Parce que c'est comme un GPS pour les gouvernements. On sait où on va, mais avec le GPS, on aura le meilleur chemin possible pour y arriver. Alors, voilà, j'ai mon petit pick-up, là, mon petit camion qui est en panne et donc il faut que j'arrive jusqu'à la prochaine station d'essence. Et puis, j'ai Johnny et Bobby qui sont deux gars très sympas là, qui m'aident à pousser mon petit camion. Et la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec les données qu'on a, les données de suivi, hein, parce que là, on n'avance pas très vite, mais on avance quand même en poussant le camion. Donc, est-ce que je peux utiliser mes données de suivi pour décider quoi faire? Et la réponse est non, parce que les données vont me permettre de savoir si je vais dans la bonne direction, mais pas de dire pourquoi les choses se passent. Donc, au lieu de juste regarder ces données, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une expérience avec Bobby. Dans ce cas-là, on va prendre Bobby tout seul, on est embourbé, là, on n'avance pas. On est à vitesse 0. Ou alors on a Johnny, et là, les nouvelles données d'impact que j'ai me permettent de comprendre ce qui s'est passé et de comprendre véritablement ce qu'il faut faire pour arriver à l'impact escompté, c'est-à-dire dans ce cas avancé. Ça a l'air assez basique hein, comme ça, mais c'est pas forcément très bien compris par les décideurs. L'idée, c'est de comprendre les données qu'on utilise pour permettre la prise de décision. Donc l'objectif, c'est en fait de développer la capacité de compréhension des gouvernements pour leur faire comprendre qu'on peut s'engager dans ce processus d'apprentissage en comparant plusieurs options, et pas toutes les options au même moment, évidemment, parce que ça, c'est pas faisable, mais comprendre A contre B. Si je tourne à gauche, qu'est-ce qui se passe? Si je tourne à droite, qu'est-ce qui se passe? Et à partir de là, on aura une base très, très robuste qui va nous permettre d'avancer véritablement et de progresser en mettant en place des initiatives nouvelles qui auront plus d'impact. Alors, on a commencé à travailler sur ce projet il y a quelques années, lorsque le projet n'a pas vraiment réussi à aboutir. L'idée, c'était de planter des arbres dans les champs pour améliorer la durabilité de l'agriculture au Ghana. Donc là, on avait distribué des graines, des semences, mais à moins d'un tiers des agriculteurs. Et à plusieurs agriculteurs, on s'est aperçu qu'il n'y en avait qu'un tiers qui plantait véritablement les graines. Et donc, on s'est dit que si on rémunérait les agriculteurs pour planter les graines, ils allaient le faire. Et oui. Et donc, ils le font 3 fois plus. Il y avait 3 fois plus d'agriculteurs qui semaient les graines lorsqu'on avait un encouragement financier. Alors, les sommes et leur façon de réagir, tout ça, c'était très, très nouveau. Donc, le gouvernement a décidé que c'était l'objectif. Que pour atteindre l'objectif, il fallait agir de la sorte. Et donc, on a 88% des agriculteurs qui ont semé les graines, ça, c'était bien. Et la question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'il faut viser les 100%? Peut-être.
Et donc, ce que nous avons fait dans le deuxième projet, c'était un petit peu différent. Nous avons mis en place la détermination des agriculteurs à planter les graines. Combien d'entre eux étaient prêts à accepter de semer ces graines? Et en fait, on s'est aperçu que les compensations financières étaient bien trop élevées, parce que même si on leur donnait beaucoup moins d'argent, ils seraient quand même enclins à semer les graines. Donc, on a décidé de leur donner la moitié de la somme qui leur était allouée. Et donc, la moitié du budget qui restait a été libérée. Et donc, on a pu doubler la couverture géographique du projet. Et on a augmenté l'efficacité de 70%, l'efficacité de ces fonds qui étaient alloués par le gouvernement à ce projet. Donc, c'est pour vous expliquer la valeur d'une équipe de recherche sur le terrain qui travaille avec les projets et qui comprend vraiment quelle valeur accorder à quelque chose, quel prix accorder à quelque chose. Les prix publics sont très importants. En optimisant justement le prix de quelque chose, on peut avoir des résultats bien meilleurs. Donc, nous avons une expérience dans le monde entier, dans tous les secteurs, dans tous les projets, et l'expérience montre qu'en investissant dans une équipe de recherche qui travaille main dans la main avec les personnes sur le terrain, eh bien, on peut doubler l'impact d'une intervention et d'un investissement. Peut-être pas du premier coup, peut-être qu'il faut s'y reprendre à 2 fois ou à 3 fois, mais en mettant vraiment des personnes avec des capacités d'analyse sur le terrain avec les opérationnels, eh bien, on arrive à faire des choses bien meilleures. Alors, l'idée, c'est donc de faire un suivi et une description des données. Ça, c'est très important. Évidemment, il faut énormément de données pour pouvoir comprendre, et puis ensuite, il faut mettre en place une analyse de causalité pour savoir quelle est la relation de cause à effet, pour investir plus dans la cause, pour avoir de meilleurs résultats sur les effets. Et créer ce que j'appelle la fondation éthique de ces politiques. Pourquoi fondation ou fondement éthique? Eh bien parce que l'analyse de causalité, c'est celle qui fera le moins de mal, finalement. Et c'est exactement ce qu'on recherche. C'est finalement la solution qui est la plus encline à vous donner des solutions qui entraîneront des actions qui ne feront aucun mal, aucun dommage aux populations que vous essayez de soutenir. Alors évidemment, je n'ai pas le temps de m'étendre en détail là-dessus sur tous nos résultats, mais ce que je voudrais dire, c'est que l'analyse de causalité se présente de différentes façons. On utilise des études randomisées et on utilise aussi d'autres types d'études pour essayer de réfléchir à tout ce qui se passe. Et parfois, on a des résultats qui sont intéressants, mais qui chamboulent un peu nos façons de penser. Par exemple, on s'est aperçu que l'exploitation minière pouvait réduire la déforestation dans certains cas en Afrique. Alors évidemment, on va se dire, ben non, ça c'est contre-intuitif, c'est certainement pas le cas. Mais en fait, il se trouve que la terre sera utilisée pour l'extraction minière et que ça va causer plus de déforestation. Et donc, on a un résultat qui n'était pas forcément celui qui était escompté. En Amazonie, c'est pareil. On a des résultats qui montrent que les terres sont plantées au sud de l'Amazone et que si on regarde d'un petit peu plus près, on s'aperçoit qu'on a déplacé des exploitations, des plantations de graines de caroube et que, en fait, on augmente la déforestation par le biais de l'extraction minière. Donc, je pense que c'était important et qu'il faut aller gratter un petit peu sous la surface, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour essayer de voir quels sont les résultats que certaines mesures peuvent donner. On a des mesures qui donnent de bons résultats, par exemple en rémunérant les agriculteurs pour protéger les forêts. Ça marche très bien. Mais au bout d'un moment, quand on arrête de les rémunérer, eh bien, ils arrêtent de protéger. Et donc, il faut voir quels sont les contrats qui sont mis en place. Dans ce cas, il y a des contrats et si on a le bon contrat, eh bien, on peut augmenter l'efficacité, même avec le même budget de départ. Donc ça, c'est le genre de résultat qui vous montre le travail qu'il faut mettre en place pour arriver à optimiser ce genre de programme. Évidemment,
la forêt, c'est quelque chose qui est très important dans notre processus d'apprentissage. Donc nous avons un programme qu'on appelle People, Planet, Prosperity, Infrastructure. Donc les personnes, la planète, la prospérité, l'infrastructure. Évidemment, au départ, on a les personnes. C'est ça le point de départ. On travaille beaucoup sur l'agriculture et la sécurité alimentaire et je voudrais vous en parler un petit peu plus en détail. Et au début, lorsqu'on a commencé ce programme en 2009, eh bien, on a commencé à poser des questions assez directes sur l'adoption technologique, comment la concevoir. Et puis, très très rapidement, on s'est aperçu que en disant aux agriculteurs quoi faire, eh bien, on n'obtenait pas les résultats escomptés parce qu'il y a énormément de contraintes qui pèsent sur les agriculteurs, notamment ce genre d'instructions et de contraintes. Alors, ce qu'on a évalué, c'est toute la chaîne de valeur, le cycle agricole. Et l'objectif, c'était de voir comment améliorer la productivité, bien sûr, mais il fallait établir des liens avec les marchés, l'infrastructure environnante et penser aux investissements dans des pays avec des grands systèmes de données intégrés qui permettraient d'avoir des données basse fréquence, haute fréquence pour en fait mieux analyser les questions les plus importantes. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Adoption de technologies, subventions, infrastructures, je ne vais pas vraiment en parler. Peut-être que je parlerai de quelques exemples. Je parlerai ensuite de résilience, sécurité alimentaire. Ensuite, gestion des ressources naturelles. J'ai parlé des aspects forestiers. Eh bien, nous faisons quelque chose de similaire dans les océans. Et nous travaillons également de façon générale sur l'eau. Et puis ensuite, les marchés et les chaînes de valeur. Voilà, je vais vous donner des exemples. Vous verrez, ils sont très parlants, ces exemples. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons commencé par l'adoption technologique. En fait, à la Banque mondiale, et c'est le cas dans d'autres institutions, c'est le cas pour ceux qui mettent en œuvre, eh bien, nous faisons les choses à notre manière, parce que c'est comme ça qu'on le fait depuis des années. Et donc, la question à se poser est la suivante, est-ce que c'est correct ou pas? Pour le cas du Bangladesh, il y a eu un grand programme qui a été mis en œuvre avec la résistance de certaines graines contre les inondations. Et en fait, on a regardé un agriculteur avec des résultats présentés aux autres agriculteurs pour une parcelle, par exemple, et on s'est dit, on peut essayer de démocratiser ces parcelles. On a fait donc des essais randomisés pour plusieurs groupes d'agriculteurs avec le même nombre de graines, mais de semences, mais divisées par parcelles de démonstration. On a donné des sacs à beaucoup d'agriculteurs, des sacs de semences qu'ils pouvaient tester de leur côté. Devinez ce qui s'est passé. Ta-da-da. Voilà. Chaque fois qu'il y a une démo, il y a une augmentation de l'adoption par rapport à un autre cas où il n'y a pas de démonstration. Mais plus... Ah, je me reprends. Et l'adoption de ces semences réduit les effets des inondations. Vous voyez, par rapport au groupe contrôle, groupe témoin, vous voyez la colonne noire. Ici, la dernière, c'est les agriculteurs qui n'ont pas eu accès à la résistance à l'eau saline. Et là, les semences ont souffert. Mais ceux qui ont eu accès ont eu des résultats qui étaient aussi bons que résultats en l'absence d'inondation. Bonne nouvelle. De façon concomitante, lorsqu'on a décentralisé la démonstration, on a multiplié par 2 le niveau d'adoption par rapport au statu quo, c'est-à-dire la façon habituelle de travailler. Passionnant, non? Voilà, un tout petit changement très simple qui peut augmenter l'adoption par un facteur de 2. Parlons de subventions maintenant. Ça fait 16 ans environ qu'on voit qu'on travaille, nous, avec de nombreux partenaires et nous avons mis en œuvre tout type de programmes sur le territoire national. Je vais vous donner un exemple. Ma dernière expérience, c'est celle que je préfère sûrement. La théorie économique, que dit-elle? Les
programmes de subvention sont basés sur un programme tout ficelé déjà. On sait que ce n'est pas optimal, mais pourquoi on continue à le faire? Bien, au Mozambique, la FAO a joué son rôle et introduit un nouveau système, un système de e-voucher avec des ensembles flexibles et des subventions flexibles. Les autorités ont testé leur système par rapport au système de la FAO et ils ont vu quel système, parmi les deux systèmes, avait de meilleurs résultats. Voilà. Bon, je crois que malheureusement, j'ai déjà dévoilé le résultat, mais voilà. Là, il s'agit d'Afrique subsaharienne et les montants en jeu sont d'1 milliard de dollars américains pour les subventions aux intrants. Vous voyez là où est le Mozambique, en dessous de l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et d'autres pays africains, comme vous l'avez vu à l'écran. Alors, ce test randomisé, c'est-à-dire qu'on a donné à des groupes d'agriculteurs différents types de programmes, le e-voucher ensemble souple, et les autres ne l'ont pas reçu. Bien, pour le statu quo, lorsque rien ne bouge, lorsque vous avez un ensemble qui ne bouge pas, il n'y a que 25% des agriculteurs qui bénéficient de ce genre de mesures. Dans le nouveau système, l'adoption augmente par un facteur de 70%. 70% des agriculteurs prennent ces mesures subventionnées. Et ils ont la liberté de choix. C'est à eux de voir quels sont les engrais, les quantités qu'ils veulent. Ils ne sont plus coincés dans un ensemble fixe de mesures. Ils contribuent à leur manière maintenant. Ils paient également de leur côté. C'est un copaiement. Donc, plus de flexibilité, plus d'adoption, et comme ils payent aussi, il y a plus d'efficacité quand on regarde l'utilisation des fonds publics. Parce que là, de façon générale, on baisse le montant des subventions qui seront fournies par les pouvoirs publics à ces agriculteurs. Voilà, c'est une expérience. Même si l'expérience n'est pas la même dans de nombreux pays, on la soutient fortement dans la région parce que vraiment, elle a tout son sens du point de vue économique et elle a tout son sens quand on regarde l'efficacité de l'utilisation des fonds et les fonds utilisés à amélioration pour une plus grande productivité. Ah, il ne me reste que 2 minutes. On travaille avec le WFP sur plusieurs programmes, les repas pour aller aux écoles et notamment ce que l'on fait pour les enfants du côté alimentaire. Eh bien, les approvisionnements sont locaux maintenant. Donc, de façon randomisée, on dit quelles écoles auront des repas locaux et les écoles qui n'auront pas leurs approvisionnements locaux. C'est intéressant de regarder les résultats parce que, numéro 1, quand on trouve la nourriture localement, qu'est-ce qu'on fait? On stimule l'économie locale, on fournit de l'emploi pour les cuisiniers et puis pour les agriculteurs locaux. Et dans notre cas, nous voyons que les enfants peuvent avoir 74% de plus de repas. Les repas sont disponibles, 74% avec un prix plus bas, 13% moins cher. Très bon résultat. C'est pas facile de s'approvisionner en local. Il faut y mettre beaucoup d'efforts. Et je crois qu'on peut apprendre. Il y a des expériences ici et là. Et on pourrait peut-être essayer de répéter cette expérience. Dernier exemple auquel nous pourrions réfléchir. Voilà ce que nous avons fait concernant les transferts anticipés. Bon, vous connaissez les efforts humanitaires qui sont faits, augmentation de crises liées. La question est de savoir comment gérer les conséquences négatives de ces crises. Des investissements dans les actifs, beaucoup de dégâts du côté santé mentale, productivité, etc., et ainsi de suite. Et nous avons commencé à tester les transferts anticipatifs. On le sait de par la littérature que lorsque les gens ont des espèces et des transferts d'espèces, ils sont plus résistants au prix. Ah voilà, j'ai terminé. La question, c'est comment faire mieux?
changer peut-être le séquençage des transferts pour soutenir les familles et les communautés, les groupes. Bien, les résultats, vous allez voir, sont plutôt bons. À l'heure actuelle, il y a 3 pays qui sont couverts. On va sans doute élargir le champ d'action. Et que voyons-nous? Quand on travaille vraiment en amont, de façon précoce, nous pouvons augmenter les résultats de ces transferts, c'est-à-dire les résultats concrets côté sécurité alimentaire, et ces effets perdurent. Bon, je crois que c'est parce qu'on évite l'angoisse, des problèmes de santé mentale, des investissements dans les actifs qui ont une incidence sur les capacités productives de ces ménages. Donc, pour faire avancer tout cela, nous avons investi avec les systèmes d'alerte précoce. Nous les connaissons, hein, ces systèmes, nous les adorons tous. Mais à l'heure actuelle, ces systèmes ne conviennent plus. Ils ne sont pas assez bons, ils sont coûteux, ils se basent sur des données d'enquête et ils ne sont jamais au bon moment. Donc, nous investissons dans un nouvel outil. Nouvel outil qui utilise les journaux locaux, et ceci pour essayer de prévoir les leviers, les moteurs des prochaines crises alimentaires, les conflits, tous les indicateurs qu'on peut trouver, les nuisibles. Et donc nous avons ce nouvel outil IA pour prédire jusqu'à 12 mois à l'avance où seront les problèmes au niveau granulaire. Et ceci nous permet d'éclairer nos actions pour que l'action humanitaire passe de l'humanitaire au développement. C'est passionnant. Et efficacité 50% mieux qu'un outil traditionnel. Et on peut prédire 90% ou plus des crises qui vont voir le jour dans ces régions. L'objectif, c'est de couvrir 75 pays à haut risque. Ces outils seront libres d'accès en open source. Nous travaillerons avec plusieurs parties prenantes qui cherchent à adopter ces outils puisque ça fait partie de la planification. Et nous avancerons et nous améliorerons, espérons-le, les résultats pour les pays concernés. Voilà, merci de votre attention. Ah, intéressant. Introduction de Mathieu.